L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va faire le point sur le mouvement des Gilets jaunes en Isère après les annonces du président de la République et redécouvrir notre territoire en images avec un collectif de photographes plutôt doués. Et pour parler de ces sujets, je reçois trois photographes de ce collectif. Pierre Jaillet, Alexandre Jolin à ma droite. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Partie de la société Panoramalp, que vous avez d'ailleurs créée tous les deux. Et puis en face de vous, Bruno Lavitte. Bonjour Bruno. Bonjour. Troisième photographe de ce plateau. On va parler avec vous d'un livre consacré à la Chartreuse qui vient de sortir. Mais avant ça, on va démarrer avec Julien Terrier. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Vous êtes l'un des porte-parole des Gilets jaunes en Isère. Vous avez même fait partie un temps des 8 représentants nationaux qui avaient été élus sur les réseaux sociaux pour porter la voix. Élu par une partie des réseaux sociaux et dissous par la suite une fois que la mission avait été remplie. Donc, il n'en reste pas moins que vous êtes aujourd'hui en Isère l'une des voix qu'on entend depuis le début de ce conflit. À la base, vous étiez un militant, vous étiez engagé politiquement ou syndicalement? Non, j'ai jamais été engagé parce que je me représentais pas dans ce qu'on nous proposait, dans aucun parti. Donc, même aller voter, je voulais pas aller voter par dépit. Donc, il n'y a aucun parti pour moi qui me correspondait. Les Gilets jaunes, ce qui m'a séduit dans les Gilets jaunes, c'est qu'on était vraiment apolitique et citoyen. Et c'était un moyen de pouvoir faire bouger les choses à notre niveau, au niveau de la population, des citoyens, et de pouvoir mettre notre pierre à l'édifice. Donc ça vient d'aucune prétention ou opinion politique, quoi. Alors, depuis quelques semaines, vous êtes quand même un peu plus exposé, on va dire, que la majorité des Gilets jaunes. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous avez été arrêté samedi par la police grenobloise dès le début de la manifestation dans le parc Mistral. On voit ces images fournies par le Dauphiné libéré. Traitement de faveur, j'ai envie de dire. Ah oui, un bon traitement de faveur. Non, mais voilà, on est arrivé sur la manifestation. Bon, je m'y attendais un petit peu suite à une plainte par le préfet par rapport à la création de cette manifestation en direction de la préfecture. Ils ont eu peur, je pense, que les éléments du Puy-en-Velay se reproduisent. Après, comme depuis le 17, on fait des manifestations pacifiques sur Grenoble, on n'a pas ou très peu de débordements, en tout cas, on fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Donc il n'y avait pas de raison que ça se reproduise, on voulait juste engager un dialogue. Ils n'ont pas vu de ce ton-là, je pense. Et effectivement, quand je suis arrivé au rassemblement, j'ai été attendu en grande pompe pour être interpellé et entendu. Vous avez passé, je crois, l'après-midi en garde à vue J'ai passé la journée en garde à vue jusqu'à 17h, c'est ça. Bon, vous étiez en tout cas relâché pour suivre hier soir le discours d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il y avait beaucoup de gilets jaunes qui l'ont écouté pour cette fois, le président. C'est ça, c'était très attendu. Maintenant, au niveau du retour qu'on a, la plupart des gilets jaunes, ils sont pas conquis par le discours. Pas du tout. On a des mesures de surface et on ne traite pas les problèmes de fond qui sont remontés par les gilets jaunes. On attendait des mesures sur les inégalités fiscales, ce fossé qui se creuse. On attendait des mesures aussi sur les outils démocratiques, ce fameux RIC, ce référendum d'initiative citoyenne ou populaire, que les Gilets jaunes scandent de plus en plus sur les ronds-points et sur les manifestations. Et le président de la République n'a pas abordé aucune de ces deux points forts et importants. Pareil, on traite des sujets par rapport au SMIC, l'augmentation du SMIC. En fait, c'est une prime d'activité qui était prévue dans le programme de Macron jusqu'en 2021. On fait qu'accélérer le programme. La retraite également, on fait une baisse. On stoppe l'augmentation des taxes pour les personnes qui touchent moins de 2 000 € à la retraite au niveau de la CSG. Mais ils sont déjà actuellement aujourd'hui dans une situation délicate. Donc on leur dit en gros, ça ne sera pas pire, mais vous restez dans cette situation-là. On creuse encore les inégalités et on ne répond pas aux vraies questions. Si Emmanuel Macron avait fait ses annonces il y a 3 semaines, au lendemain de la première journée de mobilisation, est-ce qu'à votre avis, ça aurait désamorcé le mouvement? On n'en serait sûrement pas là déjà. On n'aurait pas eu ces violences et ces scènes qu'on a vues qui sont pas cautionnables, particulièrement à Paris. Les gens auraient eu le sentiment d'être entendus, écoutés. Et effectivement, il n'y aurait pas eu cette montée en puissance, cette violence qui serait arrivée. Donc effectivement, on n'en serait pas là. Oui. Alors si je vous comprends bien, les annonces ne sont pas suffisantes, donc ça veut dire que le mouvement va continuer, notamment ici en Isère? Le mouvement continue. On a déjà, nous, en tout cas, pour l'Isère et Grenoble particulièrement, lancé le sondage pour l'action de samedi. Ouais, tout à fait.
Donc il y aura une cinquième... Il y aura un acte 5. Un acte 5. Les coins stratégiques, on commence à les connaître. Hein. Il y a Crawl, là on voit des images de Comboire, de la Rocade Sud qui avait été bloquée notamment sur les premiers samedis. Vous sentez une désaffection un peu des gilets jaunes locaux ou les gens restent motivés autour de ce... Non, les gens restent vraiment motivés. Pour ma part, en tout cas, et même au niveau national, on voit au niveau des Gilets jaunes le samedi, on en a de plus en plus. On retrouve les mêmes têtes, mais on retrouve aussi des personnes maintenant qui rejoignent le mouvement. Et ça fait plaisir, les gens se rallient à la cause en voyant que finalement, bon, il y a quand même une réponse, hein, il y a quand même une victoire au niveau des Gilets jaunes par rapport aux annonces qui ont été faites hier. Et c'est très bien, on continue, j'espère que ça sera la même chose pour samedi prochain. Alors, le mouvement a démarré sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous organisez un peu différemment? Je crois qu'il y a des réunions physiques qui se passent ici à Grenoble. On tente de se structurer pour être le plus efficace possible. Il va falloir faire remonter clairement les informations et les revendications qui sont exprimées pour qu'elles soient traitées. Donc nous, pour notre part, en tout cas, on organise des assemblées générales sur Grenoble tous les dimanches à 11h pour qu'on puisse justement parler de tout ça, mettre en avant, travailler par groupe de travail et pouvoir se structurer au mieux. Ouais. C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, c'est complètement libre. Elle se passe où? Alors là, on nous a prêté une salle pour l'instant qui était à la maison des habitants sur Grenoble. À voir si on pourra la reconduire dans la même salle. J'espère bien. Donc là, je tiendrai au courant les gens, en tout cas de la suite dans cette salle-là. Alors, il y a un endroit un peu plus symbolique que les autres en Isère, c'est le péage de Vorep, où l'occupation est pratiquement permanente. Il y a de quoi presque tenir un siège ou passer les nuits sur place. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ah non, mais ils tiennent, ils sont motivés malgré le froid, la pluie. C'est très bien, il en faut. Ça montre la visibilité, la motivation des Gilets jaunes. Maintenant, après... C'est sûr que ce ne sera pas autour d'un rond-point qu'on va faire avancer la cause et changer le monde. Mais en tout cas, ils ont au moins le mérite d'être visibles et de montrer que les Gilets jaunes sont toujours présents sur le terrain. Vous pensez qu'à Noël, il y en a encore qui passeront leur soirée sur les ronds-points? Il y en a qui comptent fêter Noël sur les ronds-points et voire même le Nouvel An. Ça m'étonnerait que ce soit le cas de tout le monde, mais dans tous les cas, ça reprendra en tout cas après les vacances. Bon, quoi qu'il en soit, pour sortir de ce conflit d'une façon ou d'une autre, il faudra quand même que des interlocuteurs côté Gilets jaunes se dégagent. Est-ce que vous êtes toujours partant pour prendre un rôle peut-être plus important que celui que vous avez en Isère? Ça a failli il y a une quinzaine de jours, donc avec ces 8 représentants nationaux. Le Premier ministre, vous avez même convié à discuter à Matignon. Ça n'a pas failli, en fait. C'est la seule raison pour laquelle on n'y est pas allé en grande partie, c'est parce que c'était pas rediffusé à la télé, et particulièrement en direct. Et on estimait que ça concernait tous les Gilets jaunes, tous les citoyens, toutes les personnes qui sont sur le territoire, et pas seulement les 8 de la délégation. Donc tout ce qui se serait dit dans ce bureau, normalement, aurait dû être entendu par tout le monde. C'est ce qui fait que nous avons refusé pour assurer toute transparence. Maintenant, on va se structurer. Moi, pour ma part, si je peux continuer à faire évoluer et améliorer les choses à mon niveau, je le ferai. Donc si je peux assurer ce rôle de porte-parole et être efficace, je continuerai. Ouais. Donc un acte 5 en tout cas ce samedi en Isère, j'imagine au niveau national. Vous resterez ici ou vous allez monter à Paris? Moi je vais rester sur Grenoble. Je vais rester sur Grenoble et je laisse aux Parisiens l'honneur de s'occuper de la capitale. Très bien. Merci Julien. On va changer radicalement de sujet. C'est aussi le principe de cette émission, puisqu'on va parler d'un livre bien de chez nous, Chartreuse secrète et sauvage, qui vient de sortir aux éditions Panoramalp. Pierre et Alexandre, c'est une société que vous avez créée il y a quelques années, justement pour éditer des livres en lien avec notre territoire, hein, Pierre. Oui, tout à fait. Bon, tout d'abord, merci de nous inviter. Puis effectivement, donc on passe du jaune au vert, hein, parce que la Chartreuse, c'est le massif vert par excellence. Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Et donc effectivement, avec Alexandre, on a fondé la petite agence Panoramalp il y a maintenant 2 ans pour sortir un premier opus sur l'Isère, sur le département d'Isère. Et puis là, on a créé, on a œuvré pour qu'un collectif de photographes travaille sur ce livre. Et on vient de sortir donc ce livre sur la Chartreuse. La Chartreuse secrète et sauvage, c'est le sous-titre. C'est vrai que ça correspond bien à ce massif qui est pourtant connu de tous, très fréquenté, mais qui garde aussi une part de mystère, Alexandre. Oui, d'ailleurs, c'était un des défis du livre, c'était de contenter tout le monde. Et ceux qui ne connaissent pas la Chartreuse et qui ont besoin de découvrir un petit peu les grands classiques, mais vus sous un œil nouveau. Et puis ceux qui habitent la Chartreuse, et pour eux, il fallait carrément sortir des surprises.
Donc on a essayé de mettre ça au fil des pages, tout en ayant une harmonie entre des photos qui ont été faites par 5 photographes différents. Donc il y a eu un énorme travail sur la maquette, sans doute plus important même que pour Isère. Il y a eu plus de versions de maquettes pour Chartreuse que pour Isère. 2 ans de travail, le livre est sorti il y a quelques jours. Il a aussi une particularité, c'est qu'il est 100% isérois, Pierre. Oui, avec Alexandre, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de faire justement de l'économie locale. Et donc, en plus, à Grenoble, on a la chance d'avoir une très bonne imprimerie, les Deux Ponts. Et donc, du coup, tout est fait ici. C'est 100% made in Grenoble. On voit des images là. Justement, l'imprimerie des Deux Ponts, ça c'est au moment du tirage. Les textes, la traductrice, enfin tous les intervenants du livre sont du coin. Et les photographes aussi, évidemment. Il y en a 5. Ce soir, on a un peu plus de 50% du collectif. 3 photographes parmi les 5, ouais. Donc, il y a... Bruno. Bruno, vas-y, commence sur... Il y a Jean-Luc Augier et Thomas Capelli qui ne sont pas là ce soir. Et Bruno qui a participé, Bruno Lavitte, qui a participé également à ce travail. Comment vous avez justement fonctionné à 5 ? J'imagine chacun a un peu son univers, sa façon de travailler. Ben oui, on a tous des pratiques différentes et des métiers différents, parce que chacun, enfin les 3 photographes qui ont été rajoutés au livre, on a une activité salariée à côté. Donc en fonction du temps libre, après voilà, on se balade un peu en montagne. Pierre, je l'ai rencontré sur l'UT4M, on s'est croisé au Moucherotte il y a 1 an et demi, et puis après il m'a contacté pour participer au livre. Parce que moi, mon terrain de jeu est plus dans le crawl, voilà, Thomas Capelli est plus sur Saint-Laurent-du-Pont et puis l'arrière de Chartreuse. Et Jean-Luc Augier a beaucoup gravité, donc lui, il a tout couvert. On voit certaines photos du livre. Vous, j'imagine que vous arrivez chacun à repérer le style des autres, mais l'idée, c'est ce que disait Alexandre, c'était d'arriver à avoir un produit assez uniforme pour le lecteur. Oui, il ne faut pas qu'il soit visuellement décontenancé en tournant les pages. Donc si on regarde bien, on peut quand même arriver à reconnaître des styles, mais l'idée de base, c'est qu'il y ait une fluidité au fil de la découverte. Alors on a vu Fort Barreau, qui est effectivement un monument, un site assez particulier au pied de la Chartreuse. Les monuments historiques, c'est le château du Touvet et le Fort Barreau. Ça font partie du parc, les 2 châteaux. Ça, c'est le granier qui s'est éboulé il y a quelques années. Donc les photos, évidemment, il faut les refaire maintenant, mais celle-là, elle est récente. C'est vrai que ça, c'est le monument, le monastère de la Grande Chartreuse. Et aussi le monument historique. Qui est sous la neige. Et puis la fameuse dent de crawl, si chère à beaucoup de Grenoblois, avec au fond un petit Mont Blanc, si je ne m'abuse. C'est vrai qu'on se balade à travers ces photos dans un univers que beaucoup connaissent, la Chartreuse est fréquentée, mais qu'en général, l'œil du photographe, c'est ce qu'apporte un professionnel, sublime ou permet de surprendre. Oui, et puis il y a beaucoup de recherches. L'avantage, quand on travaille avec des photographes qui habitent vraiment la Chartreuse, déjà c'est un avantage qui est indéniable. Ils connaissent leur coin, chaque photographe a un peu son territoire. Bruno connaît par cœur la dent de crawl, par exemple. Thomas, lui, qui fait beaucoup de photos animalières, il a ses coins loups, ses coins lynx. Et puis nous, on habite Grenoble, mais c'est un massif qu'on connaît parce qu'on y va souvent en randonnée et on fait tout un travail aussi de recherche. Justement, Alexandre adore justement trouver des coins un peu secrets, moins connus et les mettre en avant. Et justement, avant de faire ces photos, en montagne, il faut souvent marcher plusieurs heures avant d'aller éventuellement faire un cliché. Ça fait partie aussi du boulot ou du job du hobby de photographe, Bruno ? Oui. Moi, je fais pas mal de trail, il faut un petit niveau avant, mais la photo, c'est un moyen effectivement d'aller en montagne, de se dépenser. Et puis voilà, l'objectif final, c'est ramener au moins une belle photo de la sortie. Donc on sort toujours avec au moins un téléphone ou un petit appareil photo. Et pour moi, c'est une démarche, c'est sport et ramener effectivement quelques images. Donc, ce matin, j'étais à Pravouta. Donc, c'est une combinaison de ski de rando et puis arriver en haut, sommet, lever de soleil, des nuages et tout est parfait, quoi. Là, c'est Jean-Luc Augier, un des membres du collectif qu'on voit au sommet de Chamchaude, pour ceux qui reconnaissent. Il faut aussi tomber au bon moment pour la lumière, c'est important. On le provoque un peu. C'est vrai qu'une belle photo, on va chercher le bon endroit au bon moment. Et si les 2 conditions matchent, ça fait une belle photo. Après, on essaie de mettre en valeur les premiers plans. C'est vrai que si y a un skieur qui arrive, ça fait un premier plan sur la photo. Et puis, on essaie effectivement à chaque fois. Moi, j'essaie de jamais faire 2 fois la même photo. Donc, c'est un peu même si on monte souvent à la dent de crawl avec Lionel Tassan et tous les autres, on se balade sur un rayon de 300-500 mètres pour essayer de trouver le point de vue qui fait qu'on va sortir une photo qui sera un peu originale.
Alors Pierre parlait de ces petites trouvailles que vous connaissez dans le massif de la Chartreuse et que vous mettez en image. Il y a notamment presque des œuvres d'art naturelles. Ce sont ces arches que l'on voit là en photo qui sont très symboliques, très particulières aussi. Oui, alors celle-là, elle est très connue maintenant, même si ça a posé pas mal de soucis puisqu'elle est sur un terrain privé et que maintenant il y a une grande fréquentation qui n'est pas sans poser des problèmes. Aux propriétaires. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'on a précisé dans le livre, nous on a eu l'autorisation pour y aller, mais il est précisé qu'en principe il faut avoir l'accord du propriétaire. Donc on ne peut que relayer ce message. C'est une zone naturelle sensible, c'est-à-dire qu'il y a des chameaux qui se reproduisent. Donc c'est vraiment un endroit respecté par rapport aux propriétaires et à la nature. Vous êtes obligé de demander l'autorisation à tous les propriétaires quand vous publiez un livre de photos. La dent de Crolles appartient à qui, par exemple? On n'est pas obligé. La dent de Crolles, non. En fait, les réserves naturelles, par exemple, au Vercors, ça appartient au département, mais en Chartreuse, c'est une grande partie en propriété privée. C'est au cas par cas. Alors, on l'a vu, ces arches ne sont pas forcément très accessibles. De toute façon, pour les randonneurs, il faut connaître, il faut marcher sur des petits sentiers. Est-ce que, Alexandre, on est capable de prendre des risques parfois pour une belle photo? Ça fait partie, de toute façon, qu'est-ce que c'est une belle photo, hein? C'est avant tout une charge émotionnelle. Donc cette charge émotionnelle, vous avez tout un tas de façons de l'apporter. Ça peut être en donnant le frisson, ça peut être avec de la poésie. Ça peut être avec le plaisir du graphisme ou des lignes, des courbes. Faut sortir de juste c'est beau. Faut essayer d'aller plus loin dans la recherche de quel est l'intérêt de l'image. Là, on vous voit sur les vires de Chartreuse pour photographier un bouquetin. Et c'est Pierre qui joue l'acrobate sur la paroi, c'est ça? Voilà, moi j'étais un peu en dessous et j'ai couru pour arriver à avoir cette composition avant que le bouquetin, c'est une petite femelle bouquetin je crois, avant que le bouquetin bouge, puisque dès qu'elle tourne le dos, l'image est plus aussi bonne. Bon, avant que le bouquetin bouge ou avant que... C'est un exemple de créer aussi avec la contrainte. C'est-à-dire que moi j'avais qu'un grand angle, donc j'ai dû me rapprocher au plus près du bouquetin pour faire une photo, alors qu'Alexandre, lui... il avait apporté le zoom et donc du coup il a pu faire quelque chose de tout à fait complémentaire et saisir cette scène fantastique. Alors il y a aussi une photo qui m'a interpellé dans votre livre, c'est celle-là, la photo d'un lynx en Chartreuse. Je crois que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Oui, alors donc ça c'est Thomas Capellier qui l'a réalisé. Donc lui il est vraiment, c'est vraiment une de ses passions, ça, les photos animalières. Et il y a que, ils savent pas exactement, mais 4 à 5 lynx sur tout le massif de Chartreuse. Et c'est vraiment un animal très furtif qui a vraiment très très peur de l'homme. C'est très 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 rare de voir un lynx. Et alors là, c'est la première fois qu'on a une photo de lynx sur un arbre comme ça, comme tel un petit chat presque qui pose. Oui. Et donc ça a été un moment extraordinaire. Alors ce qui est beau, c'est que ça a été un moment extraordinaire pour le photographe, parce que lui, c'était son rêve. Et c'est un moment aussi extraordinaire pour tous les lecteurs qui, dès qu'ils ouvrent cette page avec le lynx, ils sont touchés. Ah, c'est vrai qu'elle est saisissante. Thomas Capelli, d'ailleurs, qui piège la faune sauvage, et notamment un lynx, il y a 1 an à peu près. Ça, ce sont des systèmes d'appareils qu'on laisse en permanent, Bruno. Hein. Alors, ouais, Thomas, il m'a montré. Donc, en fait, voilà, c'est des caméras qui sont sur pile, qui sont avec une carte mémoire. C'est caché donc sur un arbre. Donc, Thomas, en fait, il utilise du lichen. En fait, il camoufle la caméra pour pas que les animaux le voient, et aussi les promeneurs, parce que sinon, il se les fait voler. Et donc, après, de temps en temps, il va collecter donc les images de ces caméras. Et voilà, il y a des fois, il y a des bonnes surprises comme ça. Le lynx de Chartreuse n'est pas qu'un mythe, il existe. Oui. Par contre, la rencontre peut être très aléatoire. Les animaux, c'est souvent un objectif de photographe. Bruno, c'est le vôtre aussi Alors après, quand on fait des sorties animaux, généralement, voilà, faut sortir avec un gros zoom. Donc c'est 500 ou 600 mm si on veut faire vraiment une belle image. Donc ça veut dire monter lourd. Et voilà, moi, j'organise mes sorties pour être plutôt rapide et monter léger. Mais de temps en temps, quand j'ai pas un objectif de temps, de rentrer tôt à la maison, je pars avec tout le matos. Donc il y a 15 kilos dans le dos. Et là, voilà, on a 2 appareils, un grand angle et un zoom. Et on a plus de temps de se poser, approcher les animaux et faire des photos de chamois, de bouquetins. Mais après, c'est de la traque. Et Thomas, lui, il a une tente, il a du camouflage et il passe des journées entières. Il reste à l'affût. Oui, il est à l'affût, voilà. Il avait d'ailleurs photographié en Chartreuse des loups. Il y a 2 ans, on voit cette photo. Là, je crois que c'était au matin de son affût, justement, qu'il avait découvert un animal à quelques mètres de lui. Il y en a aussi, comme les lynx, des loups en Chartreuse, mais c'est pareil, il faut avoir beaucoup de chance pour les trouver. Ouais. Je crois qu'ils sont de passage en Chartreuse.
En tout cas, ils sont moins à demeure que dans le massif de Beldon, où là, les meutes sont vraiment établis, ou que dans le Vercors, évidemment. La Chartreuse, Pierre le disait, c'est votre terrain de jeu. Vous habitez sur le plateau des Petites Roches, à Saint-Hilaire. La Dent de Crolles, c'est l'une des montagnes peut-être les plus photogéniques de notre secteur. Ben pour moi, c'est surtout une des plus accessibles, en fait. C'est parce que je pars de la maison, soit je peux y monter en pied directement, ou je me gare au col du Coq, mais on arrive à faire une variété de photos qui est vraiment dément de là-haut. Le point de vue sur Grenoble est magnifique. Quand on a des mers de nuages, ça fait des points de vue qui sont absolument sublimes. Là, en ce moment, on a un peu des brouillards, c'est pareil, ça fait des beaux contrastes en noir et blanc, ça rend très bien. Et moi, j'aime bien là-haut, et tant que je n'aurais pas épuisé cette source photographique, je ne partirais pas trop ailleurs. Après, avec le trail, l'UT4M, tout ça, je vois un peu d'autres massifs comme le Vercors et Beldon. Et c'est beau ailleurs aussi, donc ça me motive à sortir un peu de ma Chartreuse. Alors, entre chez vous et le sommet de la Dent de Crolles, il y a sur le plateau des Petites Roches les anciens sanatoriums de Saint-Hilaire. Ça, ce sont des photos d'époque. Ça a été créé en 1930. C'est un complexe imposant de bâtiments qui avait servi notamment à soigner la tuberculose, ou plus récemment, c'était un centre de rééducation pour les accidentés de la vie. Si j'en parle, c'est qu'aujourd'hui, ce site est en train de disparaître. Il restera bientôt plus que les photos pour en témoigner. Ah ben là, tout est à plat. Ils ont rasé les 3 bâtiments. Donc, ils ont commencé par le CNUD, ils ont fait Rocheplane, et là, ils ont fini le CMC, c'était le dernier. Donc, il y a une énorme grue avec un bras de 40 mètres qui est monté, et ça, c'est une photo prise au drone. Et c'est vrai que pour les gens qui ont travaillé là-haut, ça leur fait mal au cœur, parce que c'était quand même des bâtiments qu'on aurait pu réhabiliter. Il y en avait au moins 2 qui étaient sauvables sur les 3 par rapport aux conditions d'avalanche. Et puis là-haut, on avait une piscine, on pouvait faire du badminton. Donc, avec les enfants, ils faisaient des cours de piscine pour les maternelles là-haut. C'est vrai qu'on avait un cinéma où on payait genre 2 euros, 3 euros la place. Enfin, on avait une petite vie locale qui était vraiment chouette, quoi. C'est un autre Saint-Hilaire du Touvet qui va s'ouvrir à partir de 2019. Sans ces bâtiments, il n'y aura rien à la place. La nature va reprendre, a priori. Ils vont remettre à l'état naturel. Donc, en fait, ils ont prévu de garder tous les gros matériaux non polluants pour remettre la ligne de pente de montagne. Et ils vont garder, il y avait un parc, le parc de Rocheplane va être gardé et conservé, les beaux arbres aussi. Et le but, c'est de tout remettre à l'état naturel. Et donc, ça deviendra, je pense, un bel endroit pour faire d'autres cérémonies, d'autres fêtes. Alors, Saint-Hilaire du Touvet, c'est aussi la Coupe Icare. Ça, le village va la garder chaque année au mois de septembre. C'est aussi un beau terrain de jeu pour un photographe, cet événement. C'est le paradis, parce qu'on a un pass d'accès où on peut aller n'importe où sur toute la manifestation. Donc c'est vrai que comparé aux photographes pros qui sont cantonnés un peu sur le côté du décollage nord, on peut vraiment, nous, aller sur la moquette et aller au plus près de la manifestation. On a accès à tout ce qui se fait. On peut voler en ballon, en ULM, en biplace, parapente. Et c'est magique, chaque année. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Bruno, puisque vous êtes spécialisé aussi dans la photo de trail. On en voit certaines. Là, vous couvrez tous les grands événements isérois, le Grand-Duc, l'échappée belle ou l'UT4M. Alors, vous risquez d'être au chômage technique l'été prochain pour la plus importante de ces épreuves, l'UT4M, puisqu'il a été annulé. Il a été décalé au mois de juillet. Et après, pour diverses raisons, dont la collision aussi avec le Trail des Passerelles, ça a été reporté d'1 an. Après, il faut savoir que l'UT4M est géré de manière bénévole. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui est salarié dans l'organisation. Donc, c'est très compliqué après de gérer une manifestation qui prend autant d'ampleur. Juste avec du bénévolat, c'est impossible. Donc, il y avait plus de 4000 participants sur l'ensemble des formats sur l'édition 2018. C'est facile aujourd'hui de vivre de la photo de façon professionnelle. Bruno fait partie de ces amateurs très expérimentés, mais qui ont un métier à côté. Vous êtes des 2 professionnels. C'est quoi les secteurs porteurs dans ce domaine? J'imagine que ce n'est pas le bouquin qui va vous faire vivre toute l'année. Non, oui, c'est un métier qui a été très ubérisé. Il reste quelques niches, comme... Parce que des photographies très spécialisées, culinaires, mode... Entreprise peut-être aussi. Entreprise, effectivement, ça marche encore. Mais effectivement, c'est un métier où il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les slashers, c'est-à-dire des gens qui ont plusieurs métiers, dont photographes. Et nous, on en vit encore. Je ne sais pas combien de temps encore, mais c'est pas évident. C'est de moins en moins facile, mais ça fait partie de l'évolution des choses. Bon, vous êtes encore un petit peu loin de la retraite. Et puis, comme vous le disiez, il y a des niches. Et Alexandre, lui, s'est trouvé une petite niche, les mariages. C'est vrai qu'on a toujours besoin de photos pour les mariages. Mais vous avez développé une approche un petit peu particulière. On vous voit là à l'œuvre. Alors, c'est pas vous en tenue de mariée. Vous êtes avec l'appareil. Vous avez finalement marié, si je puis dire, votre passion pour la montagne et puis votre métier de professionnel d'image. Exactement. Pendant plusieurs années, j'ai cherché quel était le point commun à toutes les activités que j'avais en photo, puisque je fais également beaucoup de photos de montagne. Et puis, je donne également des cours de photographie à Grenoble. Et puis, je me suis aperçu que le fil rouge à tout ça, c'était la montagne, puisqu'en cours de photo, j'emmène mes participants en montagne.
les livres photos. Et puis en mariage, on m'a demandé d'aller faire des séances en montagne et ça a commencé comme ça. Et maintenant, c'est devenu ma spécialité. Donc vous emmenez les couples pour des photos, ça peut être sportif. Hein. Oui. Parfois, il y en a certains qui n'hésitent pas. Celle-là, ça a été une des premières dont on m'a beaucoup parlé. Avec un couple adorable qui grimpait. Avec les talons hauts, elle a gardé les talons Oui. hauts quand même. Et elle est remontée sur corde en talons, donc il faut le faire. C'est eux qui décident des sommets, c'est vous qui leur proposez, parce que certains ne sont pas forcément accessibles comme ça, notamment en tenue de dimanche. Alors c'est plutôt moi qui propose, puisqu'il faut vraiment avoir en tête une idée du futur cadrage qu'on aura. Donc il y a quand même une réflexion photographique au-delà du lieu, même si je leur propose plusieurs lieux à chaque fois. Là par exemple, l'eau était important. Et puis elle a peut-être un petit peu sali sa robe, mais bon, ça fait Même partie pas, du et elle a des bottes de pêche sous la robe. Ah, Et c'est ça. l'eau est arrivée jusqu'à 1 cm sous le rebord de la botte. Donc on a... Ils montent en tenue de randonneur et ils se changent là-haut. Exactement. Et on redescend souvent de nuit avec une frontale sur la tête. Bon, en tout cas, ça fait des photos qui tranchent par rapport à ce qu'on peut avoir comme photos de mariage traditionnelles. Pour ceux qui se marieraient en plein hiver, vous inquiétez pas, Alexandre, Voilà. il est tout terrain. Hein. Et je pense que vous serez nombreux à avoir reconnu le Charmançon. Il faisait moins 17 ce jour-là et elle est en manche courte pendant quelques minutes. Ah ben voilà. Quand Je les ai pas forcés, hein. C'est eux qui étaient très motivés et c'est ça qui est beau, c'est qu'on se retrouve à faire des choses qu'on ferait jamais en temps normal. Ah, c'est ça, c'est beau l'amour aussi. Bon, il n'y a pas encore eu de rond-point, de mariage sur les ronds-points, mais ça viendra peut-être. Si, il me semble qu'il y en a eu. Si, il y a un. déjà Il me semble eu. qu'il y en a eu un. Ah, J'ai voilà. vu une photo passer il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, en gilet jaune sur un péage. Ça aussi, c'est plutôt bon, original. J'ai une dernière photo à vous montrer. Bruno, elle me tient à cœur, celle-là. Voilà, ce sont les rencontres du cinéma de montagne qui ont lieu au mois de novembre. Bruno est le photographe de cet événement depuis plusieurs années. Et le Palais des Sports avait rempli ces 5 soirées avec 3 à 4 000 personnes chaque soir. Donc l'an prochain, vous pourrez à la fois faire les photos puis dédicacer ce livre, hein, puisqu'il y a un salon du livre de montagne pendant l'événement. Donc je pense que c'est un bon endroit. Voilà, hein, je passe l'info pour présenter Chartreuse secrète et sauvage, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les librairies grenobloises et aussi en vente directe, hein, sur votre site Panoramalp. Voilà, et pour Noël, on fait un pack spécial avec un prix très intéressant pour les personnes qui en achètent 3 ou 4. Donc c'est l'occasion d'en offrir à toute sa famille. Très bien, allez, on finit sur Balade and Crawl, évidemment. Merci d'être venu sur cette émission. Nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. Merci Thibaut. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.